La douleur est une compagne silencieuse. Au début, elle vous étouffe, elle vous empêche de respirer, puis, un matin, on s'y habitue. On croit qu'elle a disparu, évaporée dans la brume du quotidien. Mais c'est une illusion. Elle se cache. Elle tisse sa toile dans les recoins les plus sombres de votre âme. Et quand vous baissez la garde, quand un son, une odeur ou une note de musique traverse l'air, elle ressurgit. Elle plante ses griffes dans votre cœur. Vous hurlez dans la nuit, vous mordez vos draps. Et le lendemain, vous mettez votre costume, vous souriez aux passants. Julien connaissait ce monstre intime. Il le portait depuis 7 ans. 7 années de silence écrasant. Aujourd'hui, le vent souffle sur les eaux calmes du lac d'Aiguebelette. C'est ici que tout a basculé. C'est ici que le monde de Julien a cessé de tourner. Préparez-vous à plonger dans le destin d'un homme qui a traversé l'enfer pour une seule étincelle d'espoir. Avant le cauchemar, il y avait la lumière. Julien était médecin urgentiste au SAMU de Lyon, un homme dévoué, épuisé par les nuits blanches, mais passionné. Sa mère, Madeleine, une Lyonnaise au caractère bien trempé, désespérait de le voir céder au célibat. Puis, un appel d'urgence a tout changé, une fausse alerte allergique dans un appartement huppé de la presqu'île. Là, il a rencontré Chloé, blonde, élégante, les yeux couleur de givre. Elle avait menti à son employeur et simulé un malaise. Julien, charmé, a couvert son mensonge. De cette étincelle est née une passion dévorante. Ils se sont mariés sous la neige de décembre. Peu après, la petite Léa a vu le jour. Julien était fou de joie. Mais, derrière les portes closes, le conte de fées s'effritait. Chloé s'ennuyait. Elle délaissait l'enfant, fuyant ses responsabilités. Madeleine la détestait en silence. Le seul refuge de Léa était son père. Chaque soir, il lui chantait une vieille comptine oubliée. Le vieux moulin et les 3 hiboux. Puis, le drame a frappé. Partie seule en vacances sur la côte d'Azur, Chloé a disparu en mer. Son corps n'a jamais été retrouvé. Julien, dévasté, est resté seul avec sa fille, jusqu'à ce maudit week-end au bord du lac, pour les 5 ans de Léa, ce jour où la petite fille s'est volatilisée dans la nature. Le soleil brûle la toile de la tente. Julien ouvre lentement les yeux. Sa bouche est sèche. Un voile de sueur recouvre son front. Il cligne des paupières, confus. La lumière est trop agressive pour un petit matin. Il tourne la tête vers le duvet rose de sa fille. Le sac de couchage est vide, complètement plat. Une décharge électrique traverse sa colonne vertébrale. Il se redresse d'un bond, la respiration bloquée. Il appelle son prénom. 1 fois, 2 fois. Sa voix se brise. Le silence du lac est terrifiant. Pas un rire, pas un clapotis. Il ouvre la fermeture éclair avec des gestes erratiques. L'air lourd de l'après-midi le frappe au visage. Il regarde sa montre. Il est 13 heures passées. Comment a-t-il pu dormir aussi longtemps? Une angoisse viscérale lui broie les poumons. Il se met à courir pieds nus sur les galets. Les roseaux coupent ses chevilles. Julien hurle le nom de Léa jusqu'à s'arracher les cordes vocales. Seuls les canards sauvages s'envolent, effrayés par sa panique. Il fouille les buissons épineux. Il court vers la forêt sombre qui borde la plage. Rien. Pas une trace. La terre semble l'avoir avalé. Puis, son regard est attiré par une tache rose flottant près du rivage marécageux. Son cœur rate un battement. C'est la sandale de Léa. À quelques mètres de là, son petit bob blanc flotte tristement sur l'eau trouble. Un cri bestial, inhumain, jaillit de la gorge du père. Il se jette dans l'eau glacée. La vase engloutit ses jambes. Il plonge, aveuglé par la boue, palpant les racines putrides au fond de l'eau. Il cherche le petit corps de son enfant. Le souffle court. Il remonte, hurle et replonge. 1 heure plus tard, les gyrophares bleus déchirent le calme du paysage. Des plongeurs de la gendarmerie sillonnent la zone. Julien est assis sur la berge, enveloppé dans une couverture de survie. Il tremble de tout son être. Ses yeux sont vides. Un inspecteur, au visage dur, s'approche de lui. Son regard est plein de mépris. Il pose des questions glaciales. Il lui demande ce qu'il a bu la veille. Il sous-entend que Julien, épuisé, a pris des somnifères. Julien nie avec l'énergie du désespoir. Il jure n'avoir bu que de l'eau. Il explique la comptine chantée avant de s'endormir. Mais l'inspecteur ne l'écoute pas. Une assistante sociale ajoute du venin.
rappelant qu'un père veuf est souvent dépassé. Pour eux, l'affaire est déjà classée. Julien est un criminel par négligence. Les résultats des analyses de sang tombent comme une lame de guillotine. Des traces d'un puissant sédatif sont trouvées dans le métabolisme de Julien. Il est stupéfait. En tant que médecin, il connaît cette molécule. Il n'en a jamais pris de sa vie. Mais qui croirait un homme dont la fille a disparu dans l'eau? La machine judiciaire se met en marche avec une froideur mécanique. Julien est placé en détention provisoire. Les mois passent. Le corps de Léa n'est pas retrouvé. Le procès est une mascarade d'humiliation. La procureure le dépeint comme un monstre d'égoïsme. Dans la salle, Madeleine, sa propre mère, ne le regarde pas. Elle pleure silencieusement. Le verdict tombe. 4 ans de prison ferme. La vie de Julien s'achève dans le bruit sec du marteau du juge. L'air de la prison de Corbas est vicié. Il sent la rouille, la sueur froide et le désespoir. Les lourdes portes en métal se referment dans un vacarme assourdissant. Julien est jeté dans une cellule surpeuplée. Il n'est plus médecin, il n'est plus père, il est un numéro. Dès le premier jour, il comprend que sa condamnation pour la mort d'un enfant fait de lui une cible. Les regards des autres détenus sont chargés de haine. Dans ce microcosme de violence, la loi du plus fort règne. Le caïd de la cellule est un homme immense, tatoué, surnommé le Corbeau. Il impose le respect par la terreur. Julien se fait petit. Il reste assis sur son matelas taché, fixant le mur de béton, attendant que la nuit efface la douleur de ses souvenirs. Mais la nuit n'apporte aucun répit. Dès que les lumières s'éteignent, les ombres s'animent. 3 hommes s'approchent de son lit. Julien est violemment tiré au sol. Les coups pleuvent. Des coups de poing, des coups de pied, précis et destructeurs. Il ne se défend pas. Il endure la douleur physique comme une punition qu'il croit presque méritée pour avoir perdu Léa. Il crache du sang sur le ciment glacé. Le lendemain, un homme lui murmure que le contrat a été mis sur sa tête depuis l'extérieur. Quelqu'un, dehors, paie très cher pour que Julien ne survive pas à son incarcération. Mais qui? Il n'a aucun ennemi. Il n'était qu'un simple médecin de garde. L'incompréhension le ronge autant que ses côtes fracturées. Quelques semaines plus tard, l'atmosphère de la cellule est étouffante. Les détenus font bouillir de l'eau sur des réchauds clandestins. Soudain, le Corbeau lâche sa tasse. Son visage devient violet. Il porte les mains à sa poitrine avec un râle terrifiant. Il s'effondre lourdement sur le sol, les yeux convulsés. Ses lieutenants paniquent. Ils crient, frappent aux portes. Sans réfléchir, l'instinct du médecin reprend le dessus. Julien repousse les hommes violents. Il s'agenouille près du caïd. Il prend le pouls, écoute le souffle saccadé. C'est un infarctus massif. Julien commence un massage cardiaque. Les hommes autour de lui le menacent de mort s'il le touche, mais Julien s'en moque. Il appuie de toutes ses forces sur le thorax massif du prisonnier. 30 minutes interminables avant que les gardiens n'ouvrent enfin la grille. Julien est en nage. Ses bras tremblent, mais il ne relâche pas la pression. Le médecin de la prison entre en trombe avec un défibrillateur. Il écarte Julien. Un choc, 2 chocs. Le cœur du Corbeau repart. Le médecin de la prison se tourne vers Julien, les yeux écarquillés. Il confirme devant tout le bloc que sans le massage cardiaque précis de Julien, le caïd serait mort. Le silence s'abat sur la cellule. Les hommes qui, la veille, voulaient la peau de Julien le regardent désormais avec une crainte respectueuse. Julien s'essuie le front avec sa manche sale et retourne s'allonger sur son lit, indifférent à cette nouvelle gloire. Le Corbeau revient de l'infirmerie 2 jours plus tard. Il marche lentement, mais son regard n'a rien perdu de son acuité. Il s'assoit en face de Julien. D'une voix rocailleuse, il lui jure protection absolue. Désormais, personne ne touchera à un cheveu du doc. Julien devient l'intouchable de la prison. Les mois passent avec une lenteur accablante. Un soir, le Corbeau se confie. Il avoue avoir vu l'ordre de l'extérieur. Une somme astronomique a été versée pour pousser Julien au suicide ou au meurtre. Le caïd trouve cela louche. Les gens ordinaires ne font pas ce genre de contrat. Il y a un fantôme puissant dans le passé de Julien. Mais Julien n'a plus la force de chercher. Son âme est morte. Il veut juste purger sa peine en silence. 4 années se sont écoulées.
Les lourdes portes de la prison s'ouvrent enfin, crachant Julien dans la lumière blafarde d'un matin de novembre. Lyon est recouverte de brouillard. L'air libre a un goût de cendre. Il n'a qu'un sac en plastique et quelques euros en poche. Son premier réflexe est de retourner dans son ancien quartier, sur les pentes de la Croix-Rousse. Il monte les escaliers usés de l'immeuble de son enfance. Il arrive devant la porte de l'appartement de sa mère. Sa main tremble lorsqu'il insère la vieille clé. Mais elle ne tourne pas. La serrure a été changée. La porte s'ouvre brusquement. Un homme en peignoir, agacé, le dévisage. Julien bafouille, explique que c'est chez sa mère. L'homme rit jaune. L'appartement a été vendu il y a 3 ans. Julien est foudroyé. Vendu? Comment sa mère a-t-elle pu faire cela? Le nouveau propriétaire referme la porte avec fracas. Julien descend les marches, comme ivre. Dans le hall, il croise madame Morel, la vieille voisine du rez-de-chaussée. En le voyant, elle pousse un cri étouffé. Ses yeux se remplissent de larmes. Elle prend les mains glacées de Julien et l'attire dans sa cuisine exiguë, parfumée au café-filtre. Autour d'une table en formica, elle lui raconte la tragédie. Madeleine n'avait jamais cessé de l'aimer. Elle avait engagé des avocats hors de prix pour le faire sortir, convaincue qu'il était victime d'un complot. Pour payer, elle a vendu l'appartement, mais elle est tombée dans un piège tendu par des escrocs immobiliers. Madame Morel sanglote en racontant la fin. Ruinée, menacée par des hommes de main russe, Madeleine a fait un arrêt cardiaque dans la rue, seule sous la pluie. Elle est morte sans savoir la vérité, persuadée que son fils allait pourrir en prison. Julien serre les poings jusqu'à s'enfoncer les ongles dans la chair. Il n'a même pas pu dire adieu à sa mère. La douleur est si violente qu'elle lui donne la nausée. Il sort dans la rue. Il se rend au cimetière de Loyasse. Sous le ciel gris, il trouve la tombe de Madeleine. Il s'effondre sur le marbre froid et pleure, des larmes de rage, d'impuissance et de désespoir absolu. Il est un homme détruit, sans famille, sans métier, sans toit, un paria rejeté par la société. Le cauchemar administratif continue. Les huissiers le traquent pour des dettes impayées, les charges accumulées de son ancienne vie. Il espère vendre la vieille voiture garée dans le box loué jadis. Mais en arrivant sur place, il trouve un immense chantier de construction. Un ouvrier lui apprend que les garages ont été incendiés mystérieusement il y a 2 ans, avant d'être rasés par des promoteurs sans scrupules. Le sort s'acharne avec une précision diabolique. Julien erre dans les rues de Lyon. La nuit tombe, humide et mordante. Il n'a nulle part où aller. Il s'assoit sur un banc, regardant les lumières des vitrines. Il pense sérieusement à en finir, à se laisser glisser dans l'oubli. À quoi bon lutter quand le monde entier veut vous voir disparaître? Le lendemain matin, un jeune homme à capuche l'aborde dans un café sordide près de Perrache. Sans un mot, il lui glisse une épaisse enveloppe Kraft sur la table et disparaît. Julien l'ouvre méfiant. À l'intérieur, des liasses de billets de 100 € et un petit mot gribouillé au dos d'un ticket de PMU. Une dette est une dette. Le corbeau. Julien reste figé. Cet argent sale est son seul salut. Il paie les huissiers, solde ses dettes et s'achète des vêtements propres. Il tente de retrouver un poste à l'hôpital. Mais le directeur de l'hôpital, Édouard Herriot, un ancien collègue, refuse catégoriquement. Un médecin avec un casier judiciaire pour homicide involontaire est un risque inacceptable. Le système le recrache sans la moindre pitié. Dépité, Julien croise Élise, l'ancienne standardiste du SAMU. Elle a toujours eu un faible pour lui, elle refuse de croire à sa culpabilité. Voyant son état lamentable, elle lui propose une porte de sortie. Sa mère, Madame Dubois, dirige une petite clinique dans un village isolé des montagnes du Cantal, en Auvergne. C'est un désert médical, personne ne veut y aller. Le froid, l'isolement, le manque de moyens. Là-bas, ils ne poseront pas de questions sur son casier judiciaire. Ils ont besoin de bras pour sauver des vies. Julien hésite. Fuir la ville, fuir ses fantômes. Finalement, il accepte. Élise lui achète un billet de train. Le soir même, il regarde les lumières de Lyon s'éloigner à travers la vitre sale du wagon. Une page se tourne. Le Cantal l'accueille avec une rudesse majestueuse. Les montagnes volcaniques sont couvertes d'une neige épaisse. L'air est vif, piquant. La clinique est installée dans une bâtisse austère en pierre de taille. Madame Dubois,
Une femme stricte mais bienveillante l'examine de la tête aux pieds. Elle sait d'où il vient, elle s'en moque. Elle lui donne les clés d'une vieille maison forestière à l'écart du village, avec un poêle à bois et l'eau courante. Julien découvre son nouveau refuge. Les murs sont froids, le plancher grince. Il doit apprendre à fendre le bois, à allumer le feu pour ne pas geler la nuit. Cette survie primitive le maintient en vie. Elle occupe ses mains et vide son esprit des images obsédantes de la petite chaussure rose. Le travail est exténuant. Julien parcourt des routes de montagne verglacées à bord d'un 4x4 rafistolé. Il soigne des agriculteurs bourrus, accouche des femmes isolées par la neige, répare des plaies causées par des outils agricoles. Un soir de blizzard infernal, une alerte retentit. Une ferme isolée est coupée du monde. Un paysan fait une hémorragie sévère. Le véhicule patine, s'embourbe dans des congères géantes. Julien et son chauffeur doivent finir les derniers kilomètres à pied, la neige jusqu'à la taille, fouettés par des vents à 100 km/h. Quand ils arrivent, les mains de Julien sont bleues par le froid, mais il sauve l'homme. Il stabilise la blessure sous la lueur vacillante d'une lampe à pétrole. Cette nuit-là scelle son intégration. Dans ces montagnes, les mots ont peu d'importance. Seuls les actes comptent. Les villageois découvrent le passé de Julien, mais personne ne le juge. Ils voient un homme prêt à mourir de froid pour soigner l'un des leurs. On lui dépose des fromages sur son rebord de fenêtre, du bois coupé devant sa porte. Julien retrouve une dignité humaine. Élise, fatiguée de la ville, finit par demander sa mutation et rejoint sa mère. Elle se rapproche de Julien. Leur amour naît doucement, sans passion dévastatrice, mais avec une tendresse infinie. Elle répare ses plaies. Ils emménagent ensemble. La vie reprend un rythme apaisé. Pourtant, le spectre de Léa plane toujours dans le silence glacé de l'hiver. 3 ans s'écoulent paisiblement. Julien a presque 40 ans. Élise est une compagne merveilleuse, douce et patiente. Mais elle porte elle aussi une douleur secrète. Une ancienne intervention chirurgicale la rend stérile. Ils n'auront jamais d'enfants. Elle lui propose souvent de se marier, d'adopter, mais Julien se ferme. Il refuse de remplacer Léa. Il ne veut plus de cette vulnérabilité. Aimer un enfant, c'est risquer de mourir de chagrin s'il disparaît. Ils acceptent cette vie à deux, rythmée par le travail et les promenades sur les crêtes volcaniques. Pourtant, lors de ces gardes nocturnes, Julien sort sur le perron, fixe les étoiles scintillantes et fredonne instinctivement la mélodie de la vieille comptine. La cicatrice n'est pas guérie. Le passé, toujours, vous rattrape. Julien doit retourner à Lyon pour régler des formalités liées à la succession de sa mère. Il vend les derniers meubles stockés dans un garde-meubles. Le ciel de la ville l'oppresse. En traversant le hall de la gare de la Part-Dieu, une bousculade attire son attention. Un homme en costume sombre titube, se tenant le ventre. Du sang rouge vif coule entre ses doigts. La foule s'écarte, paniquée. Julien fonce. Il déchire la chemise de la victime pour faire un point de compression. C'est en regardant le visage du blessé qu'il se fige. Le corbeau. Le caïd de la prison est là, pâle, l'artère fémorale sectionnée lors d'un règlement de compte. Les sirènes hurlent au loin, mais il est déjà trop tard. Antoine le reconnaît, ses lèvres tremblent. Il crache une bulle de sang. Il agrippe le col de Julien avec l'énergie du désespoir. « Doc, » murmure-t-il, la voix brisée, « j'ai cherché, je voulais te payer ma dette. » Julien tente de le calmer, de maintenir la pression sur la plaie pulsatante. « Tais-toi, garde tes forces. » Mais le corbeau refuse. Il tire Julien vers lui, son haleine sent le fer et la mort. « Ta femme, » halète-t-il. « Chloé, c'est elle qui a payé le contrat. Elle est vivante, Doc. » Les mots s'enfoncent dans le cerveau de Julien comme des clous brûlants. Le cœur du mafieux lâche, ses yeux se révulsent. Julien reste à genoux dans la flaque de sang, entouré par la police qui arrive, complètement pétrifiée par cette révélation absurde. Chloé, vivante? Impossible. Il y avait eu un certificat de décès, un naufrage avéré. Mais les paroles d'un mourant ne mentent pas. Julien rentre dans le Cantal comme un somnambule. Le paysage magnifique de l'Auvergne lui semble désormais factice.
Il ne dit rien à Élise. Comment expliquer que sa femme morte a commandité son assassinat en prison? C'est de la pure folie. Il se jette à corps perdu dans la construction d'une nouvelle maison pour lui et Élise, espérant noyer ses pensées dans le béton et le bois. Il a besoin d'ouvriers supplémentaires pour refaire la toiture. On lui conseille de contacter l'équipe de maintenance d'un orphelinat situé dans la vallée voisine, un établissement géré par des religieuses et des aides d'État. L'orphelinat des Pins est un grand bâtiment de briques rouges, baigné par la chaleur de l'été. Julien s'y rend un après-midi. La cour est déserte, les enfants sont partis en camp de vacances. Seule l'équipe de couvreurs travaille sur le toit. Julien discute avec le chef de chantier, négocie les tarifs. L'odeur du goudron chaud et de l'herbe coupée flotte dans l'air. Il signe les papiers avec la directrice, une femme sévère. En redescendant l'allée gravillonnée pour rejoindre sa voiture, il entend un bruit d'eau. Derrière une haie de hortensia, une petite fille arrose les fleurs. Elle a environ 12 ans. Julien s'approche pour la saluer. Soudain, la petite fille s'arrête. Elle pose son arrosoir et commence à chanter très doucement. Le temps suspend son vol. L'air se solidifie. La fillette chante. Le vieux moulin et les 3 hiboux qui veillaient sur la forêt de houx. C'est leur chanson, celle de Julien et de Léa, une comptine qu'il avait lui-même inventée et modifiée. Personne au monde ne connaît ses paroles exactes. Julien s'agrippe à la clôture, ses articulations blanchissent, ses jambes menacent de céder. Il contourne la haie lentement. La fillette est de dos, ses longs cheveux blonds brillent sous le soleil. Elle se retourne, les mêmes yeux bleu givre, la même petite fossette sur le menton. C'est Léa. Vieillie, grandie, le visage marqué par une mélancolie profonde, mais c'est elle, son sang, sa chair, sa fille, qu'il pleure depuis 7 ans. Julien tremble de tous ses membres, une larme solitaire roule sur sa joue. Poussé par un instinct incontrôlable, il murmure la suite de la chanson, mais le plus petit des hiboux s'était caché dans le trou. La fillette lâche son arrosoir, le récipient de plastique heurte le sol dans un bruit mat. Elle recule d'un pas, les yeux écarquillés par la terreur et la confusion. Elle fixe cet inconnu, puis, comme un barrage qui cède, des éclairs de mémoire traversent son regard. Elle se prend la tête entre les mains, ferme les yeux avec force et gémit. Elle ne s'enfuit pas. Elle fait un pas hésitant vers lui. Ses lèvres tremblent. « Papa », murmure-t-elle dans un souffle. Le mot résonne dans l'univers entier de Julien. Il s'effondre à genoux et lui ouvre les bras. Léa se jette contre lui. Il s'effondre sur la pelouse, enlacé, pleurant à chaudes larmes. Julien respire l'odeur de ses cheveux, sent la chaleur de son petit corps. Il n'arrive pas à y croire. Le miracle est là, dans ses bras, mais la directrice sort du bâtiment en hurlant. Elle arrache Léa des bras de Julien. Elle le traite de fou, le menace d'appeler les gendarmes. Julien, hystérique, hurle que c'est sa fille. La directrice rétorque froidement que cette enfant s'appelle Sophie, qu'elle a été retrouvée abandonnée à la gare de Lyon-Perrache 7 ans plus tôt, muette et traumatisée. Sans identité, elle a grandi de foyer en foyer. Julien comprend tout avec une lucidité glaçante. Le lac, l'enlèvement, le faux naufrage, Chloé. De retour chez lui, Julien est une tempête. Il raconte tout à Élise. Les larmes, les cris, la vérité monstrueuse. Élise est sous le choc, mais elle ne faiblit pas. Elle prend ses mains et jure de l'aider à récupérer sa fille. Il contacte des avocats, exige des tests ADN. Le système judiciaire se remet en marche, lourd et réticent. Mais pour laver son nom, Julien doit trouver la preuve absolue. Il doit retrouver Chloé. Grâce à des anciens contacts louches du Corbeau, il suit la piste de sa femme défunte. Elle n'est plus la bourgeoise lyonnaise d'autrefois. Le riche amant parisien pour qui elle avait tout simulé est mort d'un cancer. Sans un sou, sans héritage, Chloé a sombré dans la misère et la drogue. On signale sa présence dans les bas-fonds de Paris. Julien prend le TGV pour la capitale. Il arpente les rues crasseuses derrière Montmartre, sous une pluie battante. L'odeur d'urine et de pollution lui donne la nausée. Près d'une bouche de métro, il aperçoit une femme décharnée. Ses vêtements sont sales, ses cheveux blonds sont emmêlés et ternes. Elle mendie avec un gobelet en carton. Julien s'arrête devant elle. La femme lève les yeux. Malgré les ravages de la rue et des excès,
Le givre de ses yeux est reconnaissable. Chloé le regarde. Elle ne crie pas, elle ne s'enfuit pas. Un rictus cynique étire ses lèvres gercées. « Tu as mis le temps, murmure-t-elle d'une voix rauque. Elle accepte de le suivre dans un café éclairé au néon. Elle commande un cognac, tremblante. Autour de la table poisseuse, la vérité éclate. Sans une once de remords, Chloé crache son venin. Elle voulait fuir la routine de Lyon, le dévouement ennuyeux de Julien. Son amant parisien puissant et riche avait orchestré le faux noyade. Mais la petite Léa l'a dérangé. L'amant ne voulait pas d'enfant. Alors, la nuit de l'anniversaire au lac, ils ont drogué Julien. Ils ont pris la petite, jeté ses affaires à l'eau et sont partis. Puis, la trouvant trop encombrante, Chloé l'a simplement abandonnée dans la foule de la gare, comme on laisse un vieux manteau. Julien enregistre la conversation sur son téléphone, la rage bouillonnant dans ses veines. Il la regarde. Elle n'est plus qu'une coquille vide. Elle accepte de témoigner contre la promesse d'une chambre d'hôtel payée pour 1 mois. La justice est lente, mais la vérité est un rouleau compresseur. Avec les aveux de Chloé et le test ADN positif, le jugement initial de Julien est annulé. L'État français doit reconnaître son erreur tragique. Chloé est inculpée, son sort scellé par ses propres mensonges. La presse s'empare de l'affaire, mais Julien s'en moque. Un matin clair d'octobre, il se tient devant le grand portail en fer forgé de l'orphelinat. Léa court vers lui, un petit sac sur le dos. Élise les attend près de la voiture, les larmes aux yeux. Julien soulève sa fille vers le ciel. Les fantômes du lac sont enfin dissipés. La maison de pierre en Auvergne résonne désormais de rire. Une nouvelle vie commence, forgée dans la résilience et baignée par la lumière de l'amour vrai. La vie a cette cruauté de vous arracher le cœur pour voir si vous pouvez survivre sans. Julien a traversé les ténèbres les plus absolues, trahi par celle qu'il aimait, condamné par la justice, brisé par le désespoir, mais il n'a jamais laissé l'amertume consumer sa capacité à aimer. Aujourd'hui, entouré de Léa et d'Élise, il prouve que la vérité finit toujours par triompher. Si cette histoire de rédemption et de résilience vous a touché, prenez une seconde pour cliquer sur le bouton « J'aime ». Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun de nos récits poignants et partagez cette vidéo. Et vous, auriez-vous eu la force de pardonner à la vie après une telle injustice? Dites-le nous dans les commentaires, votre avis nous intéresse.